Pour cet épisode, j'ai donc eu le privilège de rencontrer Alain Burel, qui est photographe amateur, dit-il, quoique ses photos dénotent tout de même d'un très grand professionnalisme. Il a voyagé plus de 4 ans à la rencontre des peuples autochtones, il a été beaucoup en Amérique du Sud, il a même été chez les Papous, il a fait plein de trucs assez extraordinaires. Et puis, dans cet épisode, on a essayé de se poser des questions que peut-être on ne se pose pas forcément quand on voyage. Parce que vous savez, sur VoyageCast, le but c'est bien sûr de vous guider dans vos prochaines destinations, de vous faire envie de voyager et puis de vous raconter des belles histoires aussi, mais le but c'est aussi à quelque part d'échanger sur certains thèmes dont on entend finalement relativement peu parler, que ce soit dans la blogosphère voyage ou dans le milieu du voyage en lui-même. Oui, c'est des questions qui ne sont pas forcément faciles à se poser, c'est des questions qu'on aimerait mieux ne pas se poser, mais je pense que c'est celles-ci qui font la différence entre un voyageur responsable, si j'ose, et un voyageur consommateur. Alors, non pas qu'on juge mal les voyageurs consommateurs, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pour ma part, j'aime bien me poser des questions. Et des questions, on s'en est posées avec Clément Burel, notamment celle-ci, est-ce qu'on va visiter les mines d'argent à Potosi, en Bolivie? Ou encore, est-ce qu'on va visiter le Machu Picchu? Des questions qui paraissent bêtes, et pourtant, si on y réfléchit, il y a pas mal d'éléments auxquels il faut réfléchir avant d'aller faire de telles visites. Et puis à part ça, bien sûr, comme on est deux voyageurs et puis qu'il a passé 4 ans à voyager, on a causé de plein d'autres petits sujets qui, je l'espère, vous plairont. Bon, j'ai assez parlé, je vous souhaite un bon épisode de VoyageCast, place à l'interview. Tu te rends compte que dans toute cette immensité, il doit y avoir une autre planète, quelque part, identique à la nôtre, où une autre Françoise est en train de nous photographier comme tu le fais. En fait, en photographiant le ciel, tu te photographies toi-même. Incroyable. Ouais. Il y a une infinité de mondes autour de nous, où tout peut arriver, où tout doit arriver. Richard, t'es en train de me sortir toutes les conneries que les Américains débitent systématiquement aux Françaises quand ils veulent se les faire. Alors bonjour et bienvenue sur VoyageCast. Aujourd'hui je suis accompagné de Clément. Salut Clément. Salut Jonathan. Alors comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ce soir on devrait presque dire, il est déjà presque tard pour un dimanche. C'est vrai, c'est un peu de ma faute. Je te force à travailler à des heures tardives comme ça. C'est scandaleux mais je suis plus payé donc ça va très bien. Alors Clément, t'es venu sur VoyageCast, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que j'avais beaucoup aimé certains de tes articles, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard dans le podcast, mais comme ça pour que les gens sachent un peu qui tu es, ben voilà la question un peu bête et difficile, qui tu es? Aïe. Clément, 27 ans, donc j'ai plus ou moins commencé à voyager il y a 4 ans, suite à une démission. Et enfin, c'était pas du tout prévu de voyager comme ça sur du long terme, et ça s'est fait petit à petit. En chemin, j'ai commencé à apprendre des choses, et voilà, j'ai eu du mal à vraiment rentrer. Et puis voilà, et là je continue, et voilà, un mode de vie peut-être un peu particulier, mais je le vis très bien. D'accord, alors t'as voyagé pendant 4 ans de suite à peu près? Plus ou moins, ouais. Enfin, je suis rentré à chaque fois quelques mois en France, 2 mois, 3 mois, pour voir la famille et les amis. Mais sinon, ouais, ça fait 4 ans plus ou moins que j'avais pas de toit fixe. D'accord, c'est pas mal. D'où la difficulté forcément de t'avoir sur VoyageCast. Là, t'es d'ailleurs un peu entre deux. Est-ce que tu repars bientôt? La question qu'on pose à tous les voyageurs. Hein. Je pense repartir pour pareil un bon petit moment d'ici fin octobre, début novembre. Ok, d'accord. Et ensuite, prochain grand voyage déjà prévu? Bah, ce serait celui-là, justement, fin octobre, début novembre, et pour quelques mois, quelques années, quelques vies, je sais pas. C'est génial, c'est magnifique, ces voyageurs qui s'envolent comme ça, sans vraiment savoir où aller, je trouve ça génial. Ça me fait envie, j'ai envie de partir tout de suite maintenant, mais on va faire le podcast d'abord. Alors on va parler un peu ensemble de beaucoup de sujets différents, Okay. Notamment de l'Amérique du Sud, puisque tu as été en Amérique du Sud, et peut-être comme première piste de réflexion,
on va prendre l'article justement sur lequel je t'avais connu, ce qui est les mines d'argent de Potosi. Parce qu'on va parler un peu dans le podcast de beaucoup de sujets différents. On va vous parler un peu de la photographie, parce que tu fais de la photo. On va parler aussi un peu de tes visions, des questionnements qu'il y a en tant que voyageur. On en avait déjà parlé un peu sur Voyagecast dans le numéro sur l'écologie. Là, on va se poser d'autres questions un peu encore sur le voyage, des questions que chaque voyageur devrait se poser. Enfin, en tout cas, on le pense. Puis voilà, on va essayer de vous aider un peu dans ces pistes de réflexion. Alors, Potosi, c'est en Bolivie, c'est une mine d'argent. Et tu as eu l'occasion d'y aller. Alors, peut-être première question, ça ressemble à quoi une mine d'argent? Parce que ça nous paraît tellement antédiluvien presque. Hein. Oui, ouais. Bah, les souvenirs que j'en ai, c'est déjà une sorte de bidonville éloignée un peu de la ville. Une montagne perforée, on pourrait presque dire une montagne blessée d'ailleurs. Une montagne un peu blessée, ouais, perforée. C'est les souvenirs que j'ai, des trous de partout. Blessé un peu comme les gens qui y travaillent d'ailleurs. Et bah, je m'étais rendu là-bas, j'avais retrouvé 2 amis qui voyageaient en Bolivie. Ça avait été l'occasion de les retrouver. Et bah, on avait hésité longuement à aller visiter ces mines. On se posait des questions. Est-ce que c'est pas un peu du voyeurisme je sais pas, est-ce que ça se fait vraiment d'aller visiter des mines? Puisque enfin voilà, il y a des enfants qui travaillent là-bas et des enfants de 12 ans. Officiellement, ils ont 12-13 ans, mais je suppose qu'il y en a qui sont encore un peu plus jeunes. Donc voilà, on a hésité longuement en chemin à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et puis au final, on y est allé. Alors, bah, je te cache pas qu'il y avait quand même pas mal de mise en scène, voilà, mise en scène de la part du guide. J'avais été gêné aussi un peu par rapport aux autres touristes qui étaient présents, certains qui se prenaient en photo à faire des poses un peu de. Alors, j'ai rien du tout contre le hip-hop, hein, j'aime bien le hip-hop, mais voilà, un peu des poses de breakdance ou je sais pas trop quoi devant les mineurs qui eux étaient juste éreintés. Donc bah, j'avais hésité à y aller et quand je suis sorti de cette mine, bah, j'avais juste honte, voilà, de m'être considéré un peu comme un voyeur. J'avais vraiment ce sentiment-là d'être un voyeur. Je me sentais pas du tout à ma place et je pense que j'aurais appris beaucoup plus en ouvrant des livres avant, en regardant des documentaires ou en faisant comme j'ai fait après d'ailleurs ces mines, puisque j'ai vraiment pas eu l'impression d'apprendre grand-chose une fois dans les mines. Mais après, l'après-midi même qui a suivi cette visite, j'ai traîné vraiment dans les rues à poser des questions aux gens. Bah voilà, simplement en parlant avec les gens, bah j'ai l'impression d'avoir énormément appris. D'accord, ouais, c'est intéressant. Alors revenir un peu dessus, c'est une ville minière aussi, hein. C'est ça. Parce que quand on imagine mine, bon, tu dis que c'est un grand trou, tout se fait à la main là-bas, non? Alors je crois que ça se fait pour la majorité, ouais, à la main et dynamite. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les outils les plus modernes, quoi. Mais ouais, c'est une colline vraiment perforée. C'est le souvenir que j'en ai avec des rails pour transporter les wagons justement chargés d'argent. Voilà, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Ouais, si je devais définir ça en un mot, ce serait blessé. Je te dis blessé. La montagne blessée, les gens blessés qui se shootent à la coca, et ils sont obligés de se shooter à la coca de cette façon pour tenir le rythme, parce que je sais pas combien d'heures ils travaillent, mais si c'est, je pense, au minimum 12 heures par jour, avec peu d'oxygène, la poussière, le bruit, le manque de lumière et l'altitude, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc ouais. Et du coup, j'en suis ressorti un peu blessé aussi, à me considérer un peu comme un voyeur, comme je te disais. Ce qui est étrange, c'est que est-ce que c'est une question que t'as senti que les autres se posaient? Parce que on va être clair sur le truc, c'est pas quelque chose que t'as été visité qui normalement n'est pas visitable. C'est quelque chose qui est présenté dans le Lonely Planet, dans le guide du routard, comme quelque chose qu'il faut absolument faire quand tu vas là-bas. Exactement, ouais. Bah d'ailleurs, normalement, j'essaie un peu de fuir tout ce qui est tour organisé, enfin, choses comme ça. Et là, bah, malgré la longue hésitation, au final, j'ai cédé. Alors, je sais pas comment se comportent les autres touristes, j'en ai aucune idée, ce serait bête de généraliser. Mais les autres touristes qui étaient présents avec moi dans ce tour, bah, leur comportement, c'était un peu, je sais pas, l'impression de les voir un peu dans un parc d'attractions, à se comporter un peu je sais pas, de façon irrespectueuse, se prendre en photo devant des enfants de 13 ans qui sont en train de travailler dans des mines, en faisant des poses un peu joyeuses, en criant, etc. En juste donnant des feuilles de coca, en ayant l'impression, bah voilà, j'ai payé ma photo parce que je t'ai donné ces feuilles de coca.
Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est un côté un peu malsain, ça c'est certain. Selon moi, après, je suis Oui, vraiment... oui, non, mais c'est... Enfin, si, je pense que quand même, en règle générale, tu dis je vais faire une photo avec un gamin de 13 ans qui bosse dans une mine, il y a peu de gens qui trouveraient ça normal quand tu le dis aussi franchement, quoi, c'est clair. Après, justement, on en parlait un peu avant d'enregistrer le podcast, de se poser la question, une fois que t'es sur place, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Sur le moment, c'est peut-être une réflexion que tu te fais pas forcément, mais après, je pense que si t'en parles, tout le monde aura la vision un peu bizarre du truc. D'ailleurs, je crois que c'est là, hein, tu peux aller dans la ville, acheter des bâtons de dynamite pour les offrir aux mineurs. C'est ça, hein, je crois que c'est toi qui l'avais écrit. C'est à l'entrée des mines où en général les guides demandent d'acheter des bouteilles d'alcool. Alors je crois que c'est de l'alcool à 90. Donc c'est pour dire ce qu'il te faut pour tenir le rythme du boulot. Il y a des feuilles de coca, de la dynamite, enfin voilà, offrir des choses aux personnes qu'on va croiser dans les mines. Mais après, comme tu dis, on se pose pas forcément tous la question. Pareil, pour le groupe de touristes qui était avec moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient trouvé ça justement dans leur guide. Tu vas en Bolivie, il faut aller voir les mines de Potosí. Et voilà, c'est un peu la liste des choses à faire, comme si on faisait notre liste de courses. Et voilà, les gens vont là-bas en se laissant guider justement, peut-être en fermant un peu trop les yeux. Pour ceux que j'avais croisés, je sais très bien que la majorité des touristes sont pas dans ce cas-là, mais il y en a quand même quelques-uns. Ouais, alors on aura compris les mines un peu bizarres. J'imagine qu'on peut quand même aller dans ces endroits-là avec beaucoup de questionnements justement. Est-ce que en te déplaçant dans la ville, t'as eu le sentiment qu'on pouvait peut-être communiquer avec les mineurs, en sachant la langue bien sûr, parce que c'est peut-être ça qui est, à mon avis, plus intéressant, c'est de connaître comment les gens vivent là-bas sans forcément aller dans le voyeurisme. Et c'est peut-être la différence, tu vois, une approche plus humaniste du truc, quoi. Ouais. Oui, ouais. Ouais, bah, je pense que c'est même, enfin, le voyage, pour moi, devrait se résumer à ça. C'est pas forcément voyager. En tout cas, personnellement, la façon dont je le conçois, c'est pas forcément, on peut très bien se trouver à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, en Papouasie ou je sais pas où et pas faire un voyage. On se déplace. Mais voyager, c'est vraiment, rencontrer quelqu'un, rencontrer des idées, échanger sur des points de vue. On n'est pas forcé d'être d'accord, mais le simple fait d'échanger, pour moi, c'est un morceau de voyage. Et justement, si on a envie d'apprendre sur ces mines, une chose qui me semble bien de faire, peut-être, je sais pas si des personnes tiennent vraiment à aller visiter les mines, peut-être avant, prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, juste pour se balader dans la rue et poser des questions aux gens. Voilà, je sais pas, est-ce que ton neveu travaille dans les mines? Est-ce que toi, tu as travaillé dans les mines? Est-ce que tu as perdu des personnes qui ont travaillé dans les mines? Depuis combien de temps ta famille travaille dans les mines? Pourquoi, je sais pas, pourquoi ta mère t'élève seule maintenant? Il y a plein de choses à apprendre là-bas, sur le rythme que les mines leur donnent. Enfin voilà, il y a des personnes qui arrivent pas à tenir le rythme et qui au final se retrouvent aussi, je sais pas, alcooliques ou des choses comme ça. Là, c'est pour sortir les côtés un peu négatifs. Mais il y a des personnes qui en sortiront aussi des côtés positifs. Il y a des personnes qui diront, non, moi justement, j'ai plus envie de travailler dans les mines, alors je fais tout pour créer ma petite boîte, un salon de coiffure, je sais pas quoi. Mais il y a des personnes, le fait de voir justement cette douleur dans leur propre ville, va les motiver à essayer de faire autre chose. Et comme je te l'ai dit, moi j'ai vraiment eu l'impression d'en apprendre plus sur la vie des gens de Potosí, juste en traînant dans la rue une après-midi, l'après-midi qui a suivi la visite d'ailleurs, plutôt que la visite qui, pour moi, était plus une mise en scène qu'autre chose, quoi. Est-ce que tu as eu des retours des indigènes de là-bas, en fait? Comment ils réagissent, les gens? Parce qu'ils savent, quand tu visites, tu vois, comment les mineurs réagissent et comment les gens autour réagissent, en fait, les gens de là-bas, hein. Ça, je pense que c'est assez difficile. J'avais posé la question et souvent ce qui revenait, c'est on est content de voir des touristes. Au contraire, on est content de pouvoir partager notre travail, de montrer ce qu'on fait, etc. Mais alors après, là, c'est vraiment que mon avis et une nouvelle fois, je pense pas du tout avoir raison, mais c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression que c'était un peu une formule de politesse, voilà, qu'il fallait pas vexer le touriste, qu'il fallait pas non plus vexer le gouvernement. Et voilà, qu'on disait qu'on était content parce qu'on avait nos feuilles de coca, qu'on avait de l'alcool et qu'on avait les dynamites, qu'on pouvait expliquer ce qu'on faisait. Voilà, la question à se poser, est-ce que en allant voir ces gens dans les mines, est-ce qu'on leur rend vraiment une aide? Je sais pas. Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent toujours? Est-ce que les lois sur les enfants sont en train de changer, par exemple en Bolivie? Parce qu'on rentre dans les mines? Non, je pense pas. Par contre, est-ce qu'elles pourraient changer si on pose des questions aux gens, si on s'intéresse à ça,
si on essaie de comprendre, si on essaie de, je vais pas dire semer des graines, ça pourrait paraître prétentieux, mais voilà, juste échanger des idées, amener à des conversations, amener à des échanges. Là, peut-être, je sais pas. Ça a été le cas pour bien des sujets, donc pourquoi pas pour les mines de Potosí et les enfants. Oui, tout à fait. C'est toujours difficile, on en parlait avant, en tant que voyageur, de savoir comment se positionner par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas forcément une bonne façon de faire non plus. Ouais. Il faut être équilibré, comme dans beaucoup de choses, finalement. Ouais, c'est très spécial. Hein. Ouais. C'est vraiment très spécial. Ouais, c'est vrai, on en parlait avant. Quand on visite un pays, c'est des fois des questionnements qu'on doit se poser pour justement rendre le voyage plus intelligent et peut-être un peu plus responsable. Hein. Être responsable, c'est pas seulement avoir un sac bio ou manger des pommes, c'est peut-être justement se poser ces questions-là aussi. Est-ce que tu as eu d'autres endroits en Amérique du Sud où tu as eu pas forcément ce questionnement-là, mais d'autres questionnements? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. D'accord. Alors, on avait parlé. Alors, par exemple, ça, c'est un truc intéressant. Voilà, le Machu Picchu. Alors là aussi, il y a un questionnement à avoir qu'a priori, moi, j'aurais pas forcément eu. Le Machu Picchu, donc c'est tout le monde connaît, c'est un site qui est au patrimoine de l'UNESCO. Je crois que c'est considéré dans les 7 merveilles du monde. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr qu'il y a 2500 personnes qui visitent le Machu Picchu par jour. Et en fait, le Machu Picchu, c'est un lieu sacré. Donc moi, là, depuis ces 4 années, j'essaie d'apprendre un peu justement sur les communautés indigènes. Et là-bas, donc en me rendant à Cusco, donc au pied du Machu Picchu, j'ai appris un peu que le Machu Picchu, qui avait plusieurs problèmes liés au tourisme sur le Machu Picchu. Par exemple, le fait qu'il y ait 2500 personnes par jour qui visitent ce site, ça amène petit à petit à la destruction de ce site qui est un lieu sacré, donc on le rappelle, parce que la terre risquerait de s'effondrer. Le fait qu'il y ait autant de personnes, un site comme ça n'était pas du tout prévu pour qu'il y ait 2500 personnes. Et il y a des études, je crois, qui ont été menées par des Japonais et des Canadiens, qui démontrent que le Machu Picchu serait en train de s'écrouler à cause du flux de touristes au quotidien. En plus de ça, moi, il y a vraiment un paradoxe que j'ai du mal à comprendre au Machu Picchu. Je sais pas. Je pense que si on visite un site comme ça, c'est aussi pour apprendre sur les savoirs autochtones, les savoirs indigènes. Et malheureusement, mais ça c'est dans le problème de l'humain, c'est qu'on s'intéresse souvent aux choses lorsqu'elles n'existent plus. Et donc là, on va un peu questionner des pierres, imaginer leur mode de vie. Et je sais pas si jamais tu connais l'association Survival, mais il y a une association qui s'occupe de la protection de ces peuples et qui avait trouvé à juste 100 km du Machu Picchu des habitations encore de chasseurs-cueilleurs, donc qui vivent encore dans la forêt, des Indiens isolés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces Indiens isolés sont en train de souffrir pour des projets menés par le gouvernement, des projets gaziers, des projets de mines d'ailleurs, tu vois, on reparle des mines. Et voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'intéresser aussi à ces peuples-là? Parce que eux aussi ont des savoirs, je pense, comme les Indiens sur le Machu Picchu. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'intéresser à eux avant qu'ils disparaissent? Donc c'est un peu ça qui a fait que je suis pas allé voir le Machu Picchu. Voilà. Ah, t'as vraiment pas été le voir, alors que t'étais prêt, quoi. Je suis resté à Cusco, mais après il y a vraiment plein d'autres choses. Il y a le fait de voir des multitudes des multitudes, mais il y a quand même pas mal de touristes qui prennent aussi des porteurs pour aller là-bas. Et je trouvais, est-ce que ça aussi c'est pas une autre forme d'esclavage? Alors pareil, c'est toujours dur de dire j'ai de l'argent en tant qu'Européen, parce qu'il faut dire ce qui est, même avec peu d'argent pour un Européen, on aura toujours plus d'argent que la majorité des Péruviens. Alors il y a des gens qui pensent redistribuer ça en prenant des porteurs, des choses comme ça. Mais voilà, avec ça j'ai un peu de mal justement de comment le touriste que nous sommes devrait se comporter. Donc moi j'ai préféré essayer après mon erreur de Potosí, d'essayer d'apprendre plus dans les livres et encore plus auprès des gens sur la situation des peuples autochtones. Ouais, c'est fascinant comme façon de voir. Alors j'ai lu pas mal de trucs de voyageurs sur le Machu Picchu. Globalement, oui, c'est un endroit qui est grandiose, hein, c'est clair. J'ai lu quand même beaucoup finalement d'insatisfaction, parce que c'est vrai que c'est joli sur les photos quand il y a personne, mais quand c'est rempli de touristes, c'est peut-être un peu moins sympa. L'idée de s'imprégner du lieu, hein, on en a parlé sur d'autres choses. C'est compliqué de s'imprégner d'un lieu quand t'es entouré de beaucoup de gens qui parlent de plein de langues différentes et tout ça. Et au final, je crois qu'il y a quand même pas mal de voyageurs qui ont la réflexion de se dire, au-delà des réflexions dont tu as parlé, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas forcément, quoi. Et c'est vrai que quand on met en plus les réflexions que t'as eues, ouais, effectivement, ça devient un peu douteux d'y aller. Enfin, douteux. C'est une question de conscience, bien sûr, mais c'est des réflexions intéressantes à avoir, ouais.
Après, oui, enfin, j'ai aucune, je sais pas du tout si j'ai eu raison ou pas, mais voilà. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je regrette pas de ne pas y être allé. Je suis arrivé à me ressourcer, justement, à me sentir en harmonie avec des gens, dans des lieux aussi, des lieux peut-être moins visités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir une des 7 merveilles du monde pour réussir un voyage? Et après tout, est-ce que c'est ça? Est-ce que parce que on nous dit que c'est un site à voir, quelque chose à faire, quelque chose à mettre sur notre liste, voilà. Est-ce qu'on doit voyager avec une liste? Ça pourrait être une question. Est-ce qu'on ferait pas mieux justement de s'asseoir en Amérique du Sud, un truc qui marchait vraiment bien pour moi, c'est quand je savais pas trop aller, je m'asseyais sur une place centrale et voilà, t'attends 2, 3 minutes et t'es sûr que quelqu'un va venir s'asseoir à côté de toi pour commencer à parler. Et voilà. Et à partir de ça, bah, t'apprends l'histoire d'un petit vieux, t'apprends l'histoire de petits jeunes, t'apprends l'histoire du peuple, du pays que tu visites. Et à partir de là, tu peux commencer à te poser des questions sur les endroits où tu veux aller, les endroits où il est peut-être pas trop bon d'aller. Moi, j'ai essayé de voyager comme ça en Amérique du Sud et bah, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des personnes extra et je pense avoir grandi à travers ce voyage. Et pourtant, j'ai pas vu le Machu Picchu. Oui, c'est vrai que ça paraît bizarre pour beaucoup de gens, sans doute, mais alors c'est vrai que tu as eu cette possibilité-là, je pense aussi parce que tu as voyagé lentement et longtemps. Et c'est vrai que le problème du voyageur actuel, c'est qu'il a 3 semaines dans son année, et forcément quand tu fais 3 semaines pour faire le Pérou et la Bolivie, je sais pas encore le Chili pas loin, qu'est-ce que tu fais? Ben tu vas voir le Machu Picchu, quoi. Et tu vas voir Potosi. Et du coup, est-ce qu'on fait vraiment, voilà, là on revient à la même question, est-ce qu'on refait vraiment un voyage ou est-ce qu'on se déplace? Et là, du coup, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut se déplacer géographiquement et voir des sites justement pour cocher ces cases, bah là, c'est peut-être la chose à faire. Mais si on veut vraiment faire un voyage et qu'on n'a que 3 semaines, bah je pense 3 semaines à La Paz, on apprendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la Bolivie. Vraiment, vraiment. Plus qu'en voyant une multitude de sites connus, que ce soit en Bolivie ou au Pérou d'ailleurs, ou dans la plupart des pays. Mais prendre le temps de s'asseoir, justement. Étant donné qu'on voyage pour essayer de faire naître un changement en nous dans notre vie quotidienne, où justement on est un peu toujours pris par le temps. Voilà, on est un peu menotté au temps, on a notre boulot à faire, on doit ramener un peu d'argent, il faut bien manger. Et puis voilà. Et au final, si on a envie de mettre une césure, justement, faire une pause, est-ce que c'est juste en changeant de lieu que ce changement va s'effectuer? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que justement, prendre le temps de s'asseoir en voyage, ça peut être une bonne chose. Ouais, ça va être une bonne... Oui, ça c'est certain. C'est certain, ça demande peut-être un peu justement de recul sur sa propre situation. Peut-être moi, tu vois, pendant que t'es en train de parler, alors c'est parce que je suis en train de préparer un dossier pour un podcast scientifique et du coup, j'ai relu pas mal de choses de Jules Verne. Et tu vois, Jules Verne, il a fait ses 8 semaines en ballon, tu vois, ou aussi il s'arrête quasiment pas, tu vois. Et il y a vraiment cet aspect du voyageur, tu vois. Le voyageur, il arrive, il voit un truc étonnant, il note ça dans son carnet et il se barre, tu vois. C'est un peu ça qui se passe dans le Tour du monde en 80 jours. C'est la même chose, tu vois. Les gars, ils font du train, et ils se dépêchent, c'est super minuté. Et il y a cet aspect à moitié découverte, tu vois, où ils voient des choses étonnantes, mais ils restent pas assez longtemps pour s'imprégner du truc ni pour changer. D'ailleurs, au final, c'est ça qui fait que certains côtés de Jules Verne sont assez racistes. Tu vois, ils stigmatisent vraiment les Noirs, par exemple, tu vois, en les présentant quelquefois comme des sauvages et tout. Alors après, il a évolué, mais c'est vrai que, ouais, on est peut-être encore dans cet aspect, on veut que ça claque, tu vois. Et c'est dans toute notre vie, c'est comme ça, tu vois, quand tu vas au cinéma, tu t'en fous d'avoir un film intéressant, tu veux un film qui claque avec des belles images. C'est ça. Bah, je pense qu'en se dépêchant, en fait, c'est un peu, on veut plein de petites choses éphémères. Parce qu'en fait, l'éphémère, ça nous garantit plus ou moins d'avoir une intensité qu'on a du mal à avoir dans notre vie quotidienne. Le fait que ce soit quelque chose de vraiment éphémère, on se dit, ah, bah là, j'en profite à ce moment-là. Parce qu'après, ça va plus exister. Voilà, est-ce que le fait de savourer le temps, ça pourrait pas être aussi quelque chose qui amènerait au bonheur simple? Est-ce qu'on est vraiment obligé de voir une multitude de sites, justement voyager en voyageant comme ça, comme moi aussi je l'ai fait, hein, vraiment, j'essaie de moins le faire. Mais on l'a tous fait, hein, de toute façon. Je voyageais non-stop comme ça parce que justement, j'avais besoin un peu de cette intensité que j'avais du mal à retrouver dans ma vie quotidienne. Mais au final, on tourne en rond comme on tournait en rond dans notre vie précédente où voilà, on allait au boulot, on se levait, on allait acheter nos trucs et puis on recommençait. Bah là, en voyage, c'est pareil, on allait cocher nos cases. On profite de ce moment éphémère, mais après, voilà, on a un nouveau fin de ça et du coup, on continue, on se remet à voyager, on rentre chez nous.
on remet des sous de côté et puis vite, on a à nouveau besoin de voyage parce qu'on a encore besoin de ces moments d'intensité. C'est intéressant ce que tu parles, parce qu'on avait justement comme objectif de faire un podcast un peu débat sur ressentir le moment présent et pas vraiment philosophique, parce qu'après on va pas commencer à dire des trucs bizarres, tu vois, mais c'est quand même un travail sur soi-même qu'on n'est pas obligé de faire quand on est dans l'éphémère, comme tu dis. Tu vois, le fait de se poser à un endroit et puis d'essayer de ressentir l'endroit, de s'approcher des gens, ça demande une certaine psychologie, tu vois. Alors peut-être la question, maintenant on est justement dans la culture de l'éphémère, comment est-ce qu'on dit à des jeunes peut-être qui on peut voyager, qui ont justement envie de tout voir et peut-être même de voir des trucs que nous-mêmes on a vus, c'est normal, tu vois. Comment est-ce qu'on leur explique que c'est peut-être pas la seule façon de faire, ni la meilleure? Comment est-ce qu'on leur explique qu'on peut s'arrêter à un moment, quoi? Ah, ça, c'est un peu dur, mais moi, l'image que j'ai, alors pareil, il n'y a pas de bons voyageurs, de bons touristes, de mauvais voyageurs, de mauvais touristes. Mais si un jour j'arrivais à mieux apprendre à voyager, en fait, j'aimerais vraiment ressembler c'est tout bête, ça va sembler vraiment tout bête, mais à un enfant. Notamment, enfin, j'ai rencontré des enfants récemment en Afrique de l'Ouest qui m'avaient vraiment montré ça, qui, en fait, quand on est enfant, on est humble. Justement, on a un peu la tête baissée, donc voilà, se refaire petit quand on va dans un pays qu'on connaît pas imposer sa culture, baisser la tête, être curieux. Voilà, nous souvent on a un peu, justement, on a nos listes, du coup on va pas chercher plus loin que ces listes. Bah voilà, comme les enfants, être curieux, avoir un peu du culot. Nous souvent on n'ose pas trop, je sais pas, il y a une dame qui est en train de cuisiner quelque chose, bah si on est avec des amis, on va dire ah regarde, t'as vu la dame là-bas, elle est en train de cuisiner quelque chose. Tandis qu'un petit va foncer vers elle. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Et voilà. Si un jour j'avais la chance de voyager comme un enfant, bah, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Voilà. Il y a des enfants qui m'ont, notamment une petite Lydie, elle s'appelait Lydie au Burkina Faso, elle m'avait bouleversé. On se connaissait pas et directement elle me posait des questions très curieuses, pas peur des gens, pas peur de l'autre, pas peur de la différence. Et voilà, sans être hautaine pour autant, enfin, une merveille de rencontre, quoi. Un vrai voyage, justement. Ouais, moi j'avais l'idée, alors, pour prendre une autre comparaison, tu vois, un peu du jardinier japonais, tu vois, qui est capable dans un espace défini de parfaire sa connaissance de l'endroit pour le construire, après selon des principes religieux, etc., tu vois, mais qui, du même endroit, est capable de rester assez longtemps pour parfaire sa connaissance totale et en dégager vraiment quelque chose. Mais c'est pas évident, parce qu'encore une fois, là, on parle dans l'idéal, hein, mais peu de gens ont la possibilité de rester plus de 3 semaines, même au même endroit, tu vois. Donc c'est vrai que on est dans un monde qui est pas fait pour le voyageur, finalement. Le voyageur dont on parle, nous, maintenant, tu vois. Alors après, pareil, qu'est-ce que c'est que voyager? Si voyager, c'est se déplacer géographiquement, là oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais si voyager, c'est rencontrer des gens, des cultures, bah on a juste à ouvrir la porte devant nous et puis poser des questions à son voisin. Ça se sort dans un parc, voilà. On peut le faire en Amérique du Sud, mais on peut le faire en France. On a la chance d'avoir des parcs. Voilà, poser des questions. Alors tant pis si on est considéré comme quelqu'un de trop curieux, eh ben voilà, on croisera une autre personne et on posera d'autres questions jusqu'à ce qu'on fasse une vraie rencontre. Et pour moi, le voyage, c'est ça, c'est vraiment rencontrer. C'est pas se déplacer, c'est pas compter les kilomètres, c'est pas compter les pays, c'est pas compter les lieux, mais c'est même pas compter les rencontres, c'est juste rencontrer. Et est-ce que tu arrives à avoir ça quand tu es en France, par exemple, à garder cette ouverture? Alors j'essaie. Donc là, je suis rentré en France fin mars. Ça faisait plus ou moins 7 ans que j'étais pas resté aussi longtemps. Donc là, ça fait 6 mois que je suis en France. Je t'avoue que j'ai du mal. J'ai essayé, j'essaie. Après, c'est certainement de ma faute aussi. Je sais pas, j'ai du mal. J'ai rencontré des personnes, j'ai fait vraiment des belles rencontres, donc justement des beaux voyages. Mais là, aujourd'hui, le sentiment que j'ai pour être France, ce serait que j'ai l'impression de tourner en rond, que je suis à nouveau en train de m'installer dans une routine. Voilà, c'est normal, je vois les gens que j'aime, j'essaie de voir ma famille, de voir mes amis, de partager des moments avec eux. Mais j'ai vite l'impression, et c'est un peu mon problème d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai la bougeotte, de à nouveau être dans cette routine. Et là, le problème vient de moi, ça vient pas du pays dans lequel je vis. Bien qu'il y a des choses bien et pas bien aussi dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais je pense que le problème vient de moi. Et le voyage peut aider à ça, je pense. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal seul. Et je pense qu'en voyageant seul, on apprend vraiment à se connaître. Pour pouvoir assumer le fait de rester longtemps dans un endroit, faut être capable
de s'offrir aux autres, justement, de se montrer sans aucun masque. Et ça, c'est un peu dur, parce que dans notre société actuelle, on a un peu tous des masques. Faut dire ce qui est, on s'identifie à travers des marques, on s'identifie à travers des modes. Tu es sportif, tu es voyageur, tu es globetrotter, tu es blogueur, tu es photographe. C'est un peu des étiquettes qu'on se colle pour s'identifier à un groupe. Et je pense que le voyage peut, en tout cas pour moi, m'a aidé petit à petit à faire tomber le masque. Peut-être pas à l'enlever encore totalement, mais je pense que en continuant un peu de rencontrer des personnes, j'arriverai peut-être à un jour faire tomber le masque et à mieux assumer le fait de voyager en France, longtemps. Ouais, les retours sont toujours un peu compliqués. On en avait parlé dans un podcast qu'on avait fait sur les retours de voyage et on dit justement que c'était très difficile de garder ces aspects positifs, ces aspects, voilà, on a un peu travaillé sur soi et puis on revient, puis au bout d'un moment on retombe dans le... Oui, c'est un monde de toute façon qui nous tue à petit feu si on fait pas d'efforts contre lui, quoi. Ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, je me demande combien de temps t'es resté le plus longtemps à un endroit? Hors France, je veux dire, à l'étranger. Dans le même pays ou dans la même ville? Dans la même ville, quoi. Où t'es vraiment resté... Dans la même ville, je dirais 3 semaines. 3 semaines, c'est la première idée qui me vient. Ouais, peut-être 3 semaines à Bogota, en Colombie. D'accord. C'est court, tu vois. Je me dis, est-ce que si t'étais resté 6 mois là-bas, t'aurais pas eu de nouveau les mêmes habitudes que t'as en France, tu vois? Ça paraît con, hein, mais... Je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, comme je te disais, c'est toujours cet éphémère qui est un peu garant d'intensité. Le fait d'être 3 semaines, c'est rien. Même après 27 ans, je connais rien du tout de la France. Il y aurait tant de choses à... Et c'est pas en 3 semaines qu'on va se faire une idée sur un pays. C'est pas en 3 semaines qu'on va se faire une idée sur une ville et encore moins sur une personne. Et c'est justement ça où je te dis que je suis pas encore totalement arrivé à faire tomber le masque. Où justement, j'ai toujours besoin un peu de me doper un peu à cette intensité qu'on trouve sur la route, quoi. Ces nouvelles rencontres, voilà, des nouvelles personnes, des nouvelles idées. Mais en même temps, c'est elles qui nous construisent. Et c'est elles qui nous apprennent justement à plus se cacher. Ouais, clairement. Peut-être que dans quelques années, je serai peut-être capable de rester 3 ans, 30 ans à Bogota, j'en sais rien. On parle quand même de choses qui sont psychologiques, qui sont dans le caractère, donc c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Hein. Voilà, il y a des personnes, enfin je pense, moi j'ai 27 ans, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais il y a des personnes qui ont 8 ans qui seraient capables de bien mieux voyager que moi, ça j'en suis totalement conscient. Intéressant tout ça. On va passer à un autre petit thème sympathique, la photo. Parce que alors, dis que t'es pas photographe dans le sens académique du terme, hein, on est d'accord. En même temps, ton travail souligne quand même un joli sérieux, puis un travail vraiment, tu vois. T'as pas pris ton iPhone et t'as pris une photo au hasard. Ça, c'est aussi intéressant. Pourquoi t'as commencé à faire de la photo? Parce que t'as commencé à voyager par rapport à une situation qui a changé, on l'a compris, voilà. Mais pourquoi la photo? Parce que beaucoup de gens voyagent en faisant des photos un peu débiles, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi. Au début, ça a vraiment commencé comme ça. Je voulais ramener ça avait commencé en Papouasie. J'avais fait des photos, mais après être resté... non, tu vois, justement, là-bas, j'ai été resté 6 semaines. Après être resté donc 6 semaines dans un village, et au bout de 3 semaines, j'ai sorti mon appareil, j'ai fait quelques photos. Mais c'était je sais même pas pourquoi j'avais fait les photos. Je pense que c'était un peu le souhait de montrer ça à ma famille. Et je les ai gardés plus ou moins 2 ans dans un placard avant de les montrer. Et après de là, je me suis rendu compte qu'en traînant un peu sur Internet, en ouvrant des bouquins, qu'il y a possibilité de faire passer justement des émotions à travers la photo, que c'est aussi un langage universel. Et bien que j'ai pas la prétention d'être photographe et que j'ai pas non plus l'ambition, j'aimerais et j'essaie à travers mes voyages de temps en temps d'essayer de faire passer des messages, notamment au niveau de la situation des peuples autochtones, à travers la photo. Parce que je pense que voilà, une image nous touche, on se souvient tous, je sais pas, d'une image qui nous a marqué dans des livres d'histoire géo qu'on a pu voir en cours, une photo qui nous a marqué dans la rue. Je pense qu'on a tous été marqués un jour par une image. Je pense qu'elles sont liées à des sentiments qu'on a, des gens qu'on a vus, notre vécu. Et voilà. Et si ça peut semer des réflexions en nous, ça peut être pas mal. Du coup, ça a commencé comme ça. Un ami m'a appris un peu les bases de la photo et voilà. Et petit à petit, ça s'est fait. Et maintenant, j'essaie de continuer comme ça, de juste essayer de partager mes réflexions un peu à travers la photo. Ouais, donc on rejoint un peu ta réflexion toujours, c'est tu prends du temps pour faire tes photos, tu réfléchis avant de les faire, c'est pas forcément des photos de tout et n'importe quoi. Donc il y a une vraie démarche artistique quand même. Donc
Le côté photographe est pas forcément usurpé, hein. Non, et je veux dire, à partir du moment où tu réfléchis sur ta photo, que tu veux lui donner un thème, que tu prends du temps à la faire et que tu la bosses, oui, mis à part que t'as pas un diplôme où c'est marqué photographe dessus. Bah après, je pense que, enfin, après, ça dépend comment on définit une photo, mais je pense qu'une photo, elle doit obligatoirement se faire en. C'est pareil, c'est une photo, c'est aussi un morceau de voyage, c'est un échange que tu fais avec la personne que tu photographies. Et tu peux pas te pointer dans la rue, prendre quelqu'un en photo et justement lui donner 3 feuilles de coca et partir. Je pense qu'au contraire, si tu prends le temps de t'asseoir face à lui, de parler, de boire des verres avec lui, d'échanger, de refaire le monde pendant des jours et des jours, bah après, tu arrives à comprendre un peu la pensée de cette personne. Et si tu arrives plus tard à la retranscrire à travers une photo, bah là, ouais, là je pense que tu es arrivé à sortir une photographie. D'abord, alors comment tu fais? Par exemple, tu parles des peuples autochtones, alors comment tu fais pour les approcher? Est-ce que tu les approches en disant je veux faire de la photo? Est-ce que tu discutes d'abord avec eux puis la photo vient après? Comment est-ce que quelle est ta démarche, tu vois? Sans dire qu'on va prendre la même, hein, parce que chacun a une démarche différente, mais comment tu fais? Bah, ça a pas mal changé. En 4 ans, j'ai eu le temps de prendre pas mal de claques et d'apprendre pas mal. Ça a pas mal changé au début. Ça a été fait vraiment de façon maladroite, involontaire. J'avais vraiment pas fait exprès. Bah, j'avais un peu ce désir quand même, parce que je m'étais quand même rendu en Papouasie. Mais donc je me suis perdu dans la jungle. Là-bas, j'ai été recueilli par un village. Et voilà, bah, le chef du village m'a accueilli. Enfin, je pensais que j'allais atterrir dans un village. Voilà, la personne qui m'a guidé au village m'a dit, ah, tu verras, je t'emmène dans mon village. Mais l'idée que j'avais, c'est qu'on allait avoir l'eau courante, l'électricité ou des choses comme ça. Et le chef qui m'a accueilli l'arc à la main. J'étais le premier blanc à débarquer. Et là, bah, j'ai juste confié que j'avais envie d'apprendre de leur mode de vie, puisque à cette époque-là, j'avais vraiment un rejet envers justement le mode de vie de notre société. Enfin, un rejet peut-être un peu extrême. J'ai du mal à être modéré, c'est peut-être un de mes problèmes. Du coup, j'avais pas mal rejeté l'argent et voilà, j'avais envie d'apprendre d'autres modes de vie, des modes de vie qui sont un peu hors du temps, hors du travail-consommation. Et du coup, en Papouasie, ça avait commencé comme ça. Mais après, là, en Amérique latine, bah, simplement en disant aux gens que voilà, c'est pas parce que je viens d'Europe que l'Europe est la civilisation. On considère souvent, je sais pas, notre civilisation comme le progrès. Et moi, je conçois pas du tout ça comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs civilisations, qu'il y a des vérités, qu'il y a des idées fausses aussi dans chaque civilisation, mais qu'on a à apprendre un peu de toutes ces civilisations. Et voilà, j'essaie juste de leur expliquer ça, que j'aimerais avoir la chance d'apprendre quelque chose de leur mode de vie, de leur quotidien. Alors je dis pas directement de leur culture, mais je dis de ces personnes. Mais ces personnes qui appartiennent à une culture vont me transmettre quelques-uns de leurs savoirs. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de la chance d'être bien accueilli dans les villages où je suis allé. Mais après, c'est un peu dur. Là, par exemple, au Bénin, j'ai refait une erreur. On avait commencé ce podcast en parlant d'erreurs à Potosí. Au Bénin, j'ai fait une erreur où justement, je m'en suis vraiment, vraiment, vraiment voulu au point de pleurer. Je voulais effectuer une marche pour rejoindre une cascade. Donc, il y avait 30 km à faire dans la brousse. T'étais où au Bénin J'étais parti de Natitingou, donc c'est au nord du Bénin. Ouais, tu sais que j'ai été à Natitingou et j'ai certainement été dans ces cascades, quoi. Mais nous, on y a été en Jeep, par contre. Ok. Et je ne sais même plus te dire le nom de la cascade. Mais ouais, il me semble que c'était 30-35 km. Et malheureusement, en chemin, je me suis perdu. Alors, vu que j'étais resté un peu au Bénin, j'avais appris le dialecte local, donc c'était le Dendi. Le Dendi, donc au début du chemin, j'arrivais à me faire guider, et puis petit à petit, je me suis perdu, plus de chemin. Et bah là, on se sent un peu bête. Et au lieu de faire demi-tour, justement, ce qui aurait pu être sage, bah, j'ai continué tout droit. Et là-bas, j'ai atterri sur des villages, mais reculés. C'est un peu l'image que j'avais ou que j'ai d'ailleurs. Je suis jamais allé en Éthiopie, mais de l'Éthiopie il y a 500 ans, vraiment des villages perdus au sommet de petites collines, en cercle, vraiment des petits villages claniques. Et là-bas, bah, les gens ont eu peur de moi. Voilà, les enfants se sont mis à pleurer en me voyant de loin, alors que j'étais encore à 400 mètres du village. Les femmes sont rentrées en courant dans les cases et les hommes ont sorti les bâtons. Et malheureusement, ils parlaient pas le Dendi. Et là, bah, voilà, on essaie de mettre tous les signes de respect. Donc en Afrique, il faut surtout baisser les yeux face aux aînés, baisser la tête. Et voilà, j'ai essayé d'expliquer que je m'étais trompé. Donc eux m'ont laissé le droit de faire le tour du village. J'ai refait la même erreur, peut-être 5 km plus loin, un autre village comme ça. Et là, bah, j'ai essayé de retrouver une route et voilà.
Et là, je m'en voulais. Et justement, ce qui est dur à vouloir apprendre d'autres cultures, c'est à pas tomber dans le même aspect que pour Potosí, dans cet aspect voyeur. Voilà. Malheureusement, pour essayer de comprendre les choses, en tant qu'humain, on a souvent besoin de les toucher. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que notre monde serait comme un jardin, que chaque culture est une fleur, avec son propre parfum, ses couleurs, ses reflets. Et justement, si on a envie de protéger ces fleurs, bah, la meilleure façon, c'est pas forcément de les cueillir, mais ce serait plutôt de les laisser tranquilles. Et voilà. Et donc, ça, c'est un peu le piège dans lequel j'étais tombé en Papouasie de façon involontaire et que j'ai refait au Bénin après 4 ans de voyage où je pensais avoir saisi ça. Et voilà, bah, je me sentais complètement honteux d'avoir dérangé ces gens puisqu'ils avaient pas à être dérangés par moi. Et bien que je l'ai pas fait exprès, j'aurais dû faire demi-tour au moment où je me suis perdu. Ouais, bon, je pense en même temps, tu leur as rien cassé non plus, tu vois. Je leur ai fait peur. Le deuxième village, il y avait un jeune garçon qui baragouinait un peu français. Il avait quelques mots de français. Il m'a fait comprendre, donc il me prenait pour un mercenaire, parce que lui il comprenait un peu le dandy. Il trouvait pas normal qu'un blanc parle le dandy. Un blanc marche 30 kilomètres dans la brousse, etc. Enfin, ils avaient un peu de mal avec ça. Et voilà, les gens avaient vraiment, vraiment, vraiment peur. Voilà, c'est des cris, c'est les enfants qui pleurent, c'est les femmes qui rentrent dans les cases, au point que les hommes sortent des bâtons. Enfin, c'est vraiment que je les ai dérangés. Et ça, je m'en suis vraiment voulu. C'est justement cet aspect voyeur qu'on a un peu tous en voyage, parce qu'on a envie de voir des choses nouvelles, mais c'est un peu dur de voir des choses nouvelles, justement, sans les cueillir. Parce qu'on a envie aussi peut-être de partager un peu ça avec nos proches. C'est ça qui est un peu dur en voyage, je pense. C'est trouver le juste milieu entre arriver à sentir ces fleurs, à se ressourcer par leur parfum, par leur couleur, sans forcément les cueillir. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je pense qu'il y a certainement des personnes qui en ont, des ethnologues ou je sais pas quoi. Mais voilà, j'ai tombé dans ce piège-là. Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, l'ethnologue, tu vois, il va avoir aussi beaucoup plus de facilité dans le sens où s'il bosse pour le National Geographic, il va pouvoir aller un peu n'importe où, il va se trouver des guides parce qu'il y a toujours des guides spéciaux, même pour des civilisations très très fermées. Oui. Oui, ils ont forcément des liens. Donc c'est plus facile que quand tu te balades à pied, tu vois, c'est clair. Mais puis bon, en même temps, il y a aussi cet aspect. Tu vois, j'ai été dans ce coin-là, mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait des villages aussi isolés que ça, tu vois. Ah bah moi non plus. Ouais, vraiment. Ouais, tu vois, il y a aussi ça. On est dans un monde où on pense pas qu'il y a ça, tu vois. Moi, vraiment, c'est l'image que j'ai des femmes éthiopiennes avec un tas de colliers, enfin voilà, qui vivent seins nus, les cases en cercle, etc. Et c'était vraiment l'image que j'avais de l'Éthiopie. Je pensais même que ça n'existait plus en Éthiopie aujourd'hui, puisqu'il y a eu pas mal de constructions, notamment un barrage d'ailleurs, dans la vallée de l'Omo. Mais voilà, au Bénin, je pensais pas du tout que ça existait encore. Alors voilà, c'est un sentiment partagé. J'ai été content de voir ça, l'aspect voyeur, mais en même temps, j'ai été attristé et peiné de déranger ces gens-là. Ouais, disons que c'était pas la manière dont tu voulais que ça se passe, quoi. Bah, j'aurais même pas dû atterrir à cet endroit. Ça me dérange pas d'échanger, d'apprendre des cultures sur des personnes qui sont ouvertes à l'échange. Et je comprends tout à fait que ces gens-là, avec le passé qu'a le Bénin, notamment avec les Blancs, je comprends tout à fait que ces gens-là aient été effrayés. Oui, c'est vrai que c'est étrange. Ouais. Ouais, c'est bizarre. On est dans un monde, des fois, qui paraît chez nous, justement, et ça, peut-être le voyageur, il l'apprend en voyageant, mais on a tellement tous des iPhones, des ordinateurs, même maintenant on communique par Skype, on n'est pas au même endroit, on oublie des fois qu'il n'y a pas ça partout, quoi, et qu'il y a même des endroits qui sont complètement fermés. C'est vraiment étonnant, quoi. Ouais. C'est intéressant, je trouve ça fascinant, vraiment. C'est incroyable, quoi. C'est vrai que là, le questionnement de savoir si tu dois aller vers ces gens-là ou pas est aussi intéressant, quoi. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, je pense, ont envie d'en apprendre, des personnes qui ont envie d'aider aussi ces peuples qui sont en difficulté face un peu à la mondialisation qui est un peu en train de les écraser. Mais voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à faire ça que, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, qui seront plus aptes à leur venir en aide à travers certainement justement des guides locaux. Que nous, voilà, même si on est intéressé par cette culture, on n'a pas à les déranger de cette façon. Je pense qu'il y a d'autres façons d'apprendre que justement venir cueillir cette fleur. Ouais, alors tu me parles depuis tout à l'heure un peu quand même d'idéologie derrière tes photos et un peu, je sais que tu fais partie, est-ce qu'on peut appeler ça des ONG? Oui, je suppose.
Je fais partie d'une association. Après, ça m'est arrivé de temps en temps d'aider d'autres associations et peut-être des ONG. Je sais pas. Si oui, si. Quel est ton sentiment sur ces choses-là? Comment tu as pris contact avec ces ONG? Est-ce que tu as pris contact depuis la France? Tu as été travailler en travail solidaire pendant quelques mois à un endroit? Comment est-ce que tu fais en fait? Alors non, j'ai jamais effectué de travaux solidaires. Ou alors, enfin, je suis pas conscient que ça porte ce nom-là. Une des premières fois, donc, c'est grâce à un festival de voyage donc, qui s'appelle le Grand Bivouac, où j'avais eu la chance de présenter un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, justement. Tu y seras au prochain? Oui, mais justement pour parler des projets de l'association que j'ai créé avec un ami, donc Julien Masson. Génial, parce que, sauf erreur, alors, petite nouvelle comme ça, pas prévue, mais j'y serai aussi, mais en simple visiteur vraisemblablement, et il y a aussi Romain de Trip 85, que vous connaissez peut-être, hein, aussi plutôt un site internet qui regroupe beaucoup d'informations sur le voyage, et on avait prévu de se voir là-bas justement, parce qu'on s'est jamais vu. Ok, bah du voilà. Coup, pareil, tu seras bienvenu, on t'attend déjà. Ah ben c'est top ça. Et du coup, ce festival, en fait, après la conférence, donc savait que je partais en Amérique latine et une association franco-bolivienne avait besoin d'aide justement pour mettre en place des photos, des vidéos pour aider un village Kalawaya. Donc les Kalawaya, c'est une ethnie bolivienne. Et voilà, ils m'ont demandé si je pouvais leur venir en aide. Alors bien sûr, bénévolement, sans être payé. Mais voilà, j'avais la chance d'être logé là-bas et d'apprendre de ce peuple. Et du coup, avec grand plaisir, voilà. Si c'est juste fournir des photos et faire des vidéos, arriver à justement échanger des idées auprès de ces gens-là, con mucho gusto. Ouais, alors ça c'est une autre chose intéressante. Ça. Alors, qu'on en parle un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on s'était interrogé. Il y a beaucoup d'associations qui proposent d'aller travailler dans un pays, parfois même de payer pour aller travailler dans un pays. On en avait déjà parlé dans un podcast. Alors il y a aussi plusieurs façons de voir la chose. Ouais, il y a du bien, il y a du moins bien, comme dans tout. Mais je me dis, alors là, c'est plutôt au niveau blogueur ou podcasteur ou photographe. Justement, est-ce que tu sens qu'on peut amener une visibilité à certaines choses où il n'y a pas de visibilité? Parce que tu vois, si on cherche un article, on en discutait avant sur le Machu Picchu, tu trouveras beaucoup d'articles, beaucoup de photos sur le Machu Picchu, c'est génial, il faut y aller, sans avoir ces questionnements-là. Alors, est-ce que tu penses que on peut avoir une certaine importance dans la vision parce que finalement, on est un peu des colporteurs de ces choses-là, quoi. J'en suis certain. Ça, j'en suis certain. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de transmettre des messages et plus de personnes il y aura, plus les messages pourront passer, être entendus. Alors, est-ce que même si les messages sont des bonnes idées, ont un bon fond ou pas, ils méritent d'être entendus. Après, c'est à nous justement de faire le tri. Mais si, ça, j'en suis persuadé. En tout cas, en voyage, j'ai rencontré plusieurs personnes qui aimeraient justement avoir des porte-voix un peu, que ce soit par le biais de la photo, par le biais de l'écriture, par le biais de, peu importe, de la danse, de toute forme d'art et toute forme d'expression possible, qui aimeraient justement bénéficier de ces porte-voix et qui savent pas forcément comment les utiliser et comment se faire entendre. Voilà, si nous, en tant que voyageurs, j'aime pas trop ce mot-là, on peut justement leur donner ce porte-voix, c'est super. C'est à ça aussi que ça sert de se déplacer dans ces pays, c'est d'offrir un peu les compétences qu'on peut avoir. Alors justement, comment on fait? Alors imagine, moi je fais du podcast, on va prendre mon exemple pour voilà. Je me dis bon, le podcast ça peut être aussi une excellente manière, je trouve, de pouvoir justement offrir entre guillemets une visibilité ou des questionnements ou voilà des choses comme ça. Mm-hmm. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec ces gens-là? Parce que en tant que voyageur justement, on a nos guides dans la main, on a nos listes à faire et tout ça, mais en même temps, c'est très très difficile d'arriver dans un endroit sans filet de sécurité, tu vois. Alors comment est-ce que tu fais? Comment tu te prépares à ça? Comment est-ce que tu agis? Comment ça se passe en vrai, quoi? Moi, première chose déjà, je dirais de ne pas chercher à avoir de filet de sécurité. Parce que la meilleure chose qui peut t'arriver en voyage, ce serait justement de te perdre. Laisse ton guide chez toi. Va te perdre. Va justement, si tu sais pas où aller, moi vraiment, je vais à une place où il y a du monde. Une place centrale. Et là, tu commences à parler et les gens vont petit à petit te guider. Ah, tu veux te renseigner, je sais pas, je sais pas. Je prends l'exemple d'une communauté que j'avais croisée, de telle communauté en Colombie qui a pas l'eau courante dans son quartier et qui paie justement des factures d'eau depuis des années, qui manifeste mais qui n'est pas entendu.
Eh ben, cette communauté se trouve à tel endroit, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui a son cousin qui est dans cette communauté, il pourra peut-être te guider. Ok, bah, quand est-ce que je peux le voir? Tu arrives à le rencontrer au bout de quelques jours, parce que bien sûr, les rendez-vous auront foiré. Le premier jour, ça passe pas, le deuxième jour, ça passe pas, tu dis, ah, zut, c'était peut-être pas sérieux. Et puis le troisième jour, ça passe. Tu le suis, et puis là-bas, bah, t'apprends, pareil, tu prends le temps, tu prends le temps, tu prends le temps. Et puis voilà. Et toi, en tant que podcasteur, bah, tu peux peut-être imaginer, je sais pas, faire des interviews de ces gens-là qui ont un message à transmettre. Et puis après, toi, pourquoi pas à ton retour dans la capitale de ce pays, chercher des radios indépendantes. Bien qu'en Colombie, ça risque d'être un peu difficile, mais pourquoi pas tenter le coup. Ou juste faire un podcast en espagnol et diffuser sur Internet et essayer de le faire diffuser en Colombie par des sites, je sais pas, via Facebook, via Couchsurfing. Et voilà, que ce soit entendu par les Colombiens qui, peut-être, eux, avaient une idée plus ou moins mauvaise de ce quartier. Et là, vont commencer à apprendre, ou vont entendre mieux les espérances de ce quartier. Je sais pas. Après, j'ai pas de recette magique, mais... Non, il y en a certainement pas, mais justement, c'est intéressant. Quand tu discutes avec les gens, par exemple, est-ce que tu te présentes aussi comme photographe et éventuellement quelqu'un qui est prêt à donner un coup de main? Ouais, c'est peut-être la bonne définition, quoi. Bah non, je me présente pas du tout comme ça, mais en Amérique latine, enfin même en Afrique, ouais, je dirais que là, depuis ces dernières années, souvent je disais justement pour faire rire les gens, parce que c'est un bon point pour commencer l'humour, que j'étais un élève en fait, et que je venais ici pour apprendre. Alors souvent les gens rigolent parce que quand, je sais pas, c'est un peu l'image malheureusement que les gens ont, c'est que au contraire leur culture à apprendre des blancs. Et quand, bah, je sais pas, on se retrouve dans un village au Burkina et qu'on dit, ah non, non, mais moi je viens apprendre de toi, toi l'enfant de 8 ans, t'as des choses à m'apprendre. Là, les gens sont pliés en deux. Et justement, là, à travers l'humour, tu peux commencer à faire passer un peu tes désirs et voilà, montrer que non, non, leur culture est riche et que t'as des choses à apprendre. Et souvent, ça a fait. Je crois pas que des personnes aient mal pris ça en voyage. Quand j'ai eu l'occasion de justement d'expliquer un peu pourquoi je venais, je crois que jamais on m'a fermé la porte. Que, au contraire, on m'a laissé l'opportunité d'apprendre de ces gens. C'est clair que l'humilité, c'est un bon truc, hein. Ça marche toujours, hein. L'orgueil, ça foire tout le temps, mais... Ouais, voilà. Voilà, bah, c'est ce que je disais, vraiment essayer d'arriver tête baissée comme un enfant, quoi. Tête baissée aussi pour ouvrir les portes, mais tête baissée avec humilité, quoi. Et après, alors, tu parlais de certaines problématiques. Tu discutes avec les gens et tu remarques un peu ce qui les inquiète, de quoi ils parlent, quel sujet les préoccupe, justement, pour savoir éventuellement de quoi ça serait intéressant de parler par tes photographies, ou bien... Enfin, moi, je sais pas si on peut dire mon fil conducteur, mais ça a été, je sais pas si ça l'est toujours, mais pendant les premières années, peut-être pendant 2-3 ans, ça a été souvent la situation des peuples indigènes. Donc souvent, je me suis tourné vers ça, à essayer de comprendre pourquoi telle ethnie était moins respectée que telle autre ethnie. Et bah voilà, souvent je me suis renseigné par rapport à ça. Et là, bah, ces derniers temps, je pense que le changement s'est fait en Amérique latine, puisque j'ai commencé à prendre. Ça a commencé vraiment où? Je crois que ce serait au Nicaragua. Voilà, où je me suis rendu compte que, alors bien sûr, il y a des choses mauvaises dans notre société que j'ai peut-être cherché à fuir justement en claquant la porte comme ça. Mais il y a des choses bien aussi, il y a des gens qui ont aussi un autre discours dans cette société-là, qui eux, justement, auront peut-être des idées pour protéger d'autres cultures. Et voilà, la solution se trouve pas forcément à l'écart de notre propre culture. On a aussi à apprendre de ces gens-là. Je sais plus qui avait écrit ce proverbe, mais c'était que voyager, c'est se déplacer de soi à soi en passant par les autres. Et je trouve que ça résume bien la chose. On apprend à se connaître à travers le regard des autres et on apprend à travers le regard. Ouais, c'est joli. J'aime bien. Je sais plus qui a cité ça, par contre. Je suis désolé. Je sais pas. C'est certainement quelqu'un qui avait beaucoup de culture et beaucoup d'intelligence. Mais oui, c'est intéressant, ouais. J'ai été assez étonné, en discutant avec les blogueurs, justement, aussi par le podcast où justement c'est quelque chose de très intime, tu vois, et souvent on parle avant, on parle après, du coup on n'a pas forcément la même pression que quand on doit rendre un billet sur un blog où on doit avoir un style particulier ou une thématique particulière. Et je remarque que beaucoup de monde se pose de questions, mais justement sans savoir ni vraiment comment agir, ni pourquoi agir, ni de quelle manière. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie un peu des problématiques que nous, enfin moi je m'inclus même pas dedans en fait, parce que je voyage pas tant que ça, mais que ceux qui voyagent beaucoup finissent toujours par se poser, quoi. Ta place là-dedans, quoi, en fait. C'est peut-être un peu ça le truc. Je pense que le voyage aide aussi à se rendre compte de ça. Enfin, ça, c'est quelque chose de violent. En tout cas, pour moi, ça l'a été.
Parce quand on parle les premières fois, on est conscient qu'il y a des problèmes, c'est sûr, mais on n'a pas vraiment des sentiments qui sont incrustés en nous. Là, par exemple, maintenant, si on parle de famine, eh ben, je sais ce que c'est la famine. J'ai vu des gens avoir faim. Si on parle ce que c'est une grève de la faim contre la corruption, bah, je sais ce que c'est. J'ai vu aussi des personnes être à deux doigts de mourir de faim pour lutter contre la corruption. Si on parle d'ethnies, de peuples indigènes qui sont en train de mourir à petit feu à cause de la mondialisation, bah, j'ai aussi des visages. Voilà, le voyage, c'est vraiment ça. C'est un réseau qui se connecte en toi, un réseau d'émotions. Et voilà, et petit à petit, bah, ça prend place en toi et tu peux pas rien faire. Alors après, faut être conscient. Enfin, faut être conscient de sa petitesse par rapport à ses problèmes quand même. Ouais, ça clairement. Exactement. Ouais. Mais après, c'est pas pour autant qu'il faut rien tenter. Souvent, on me dit ah mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça changera pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dirais juste tenter. Et dans le pire des cas, bah voilà, tu vas tomber et puis tu retentes. Et puis tu vas retomber et puis tu retentes. Et même si c'est un coup d'épée dans l'eau, bah au moins t'auras essayé. T'auras essayé parce que tu peux pas ne rien faire justement. Par respect pour ces gens-là que t'as vus, desquels t'as appris, tu peux pas ne rien faire. Tu peux pas ne rien faire. Ou sinon, ce serait, je sais pas, ce serait de la folie. Ce serait de la folie. Enfin, je conçois pas comment après, je sais pas. Avoir éprouvé des sentiments pour des personnes, parce que c'est des sentiments sincères, même si encore une fois ils sont éphémères, c'est des sentiments sincères qu'on éprouve pour ces gens-là. Ça a été nos profs, ça a été nos hôtes, ça a été nos amis. Et voilà, on sait qu'ils ont des problèmes et on peut pas se dire non, bah voilà, ces gens-là ont des problèmes, moi j'en ai pas. J'ai la chance de pas en avoir, je remercie le ciel, je remercie qui vous voulez, mais je m'en occupe pas. Bah non, 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 au contraire. Grâce à eux, grâce à leurs épreuves, grâce à leurs regards, grâce à leurs expériences, tu peux peut-être essayer de tenter le coup. Alors, peut-être question un peu plus personnelle, mais tous les voyageurs, justement, tu en parles un peu, on a été peut-être choqués par certaines choses. Je me rappelle personnellement que les 3 premiers jours en Inde ont été compliqués, tu vois, parce que tu en parles, t'es soumis à la pauvreté extrême, qui n'a rien à voir avec celle dans nos pays, même si dans nos pays, il y a aussi des gens qui dorment dans la rue, il faut pas l'oublier non plus, oui, ouais. hein. Il y en a malheureusement partout, mais on va dire que c'est à des points extrêmes et beaucoup plus généraux. Puis peut-être la différence entre les hautes sociétés et les basses classes sont encore plus visibles dans ces pays-là. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer ça émotionnellement et personnellement? Parce que tu vois, il y a un peu de façon de voir où tu te dis, comme tu dis, ce que font beaucoup de gens finalement, c'est qu'ils éteignent ce côté de leur esprit qui réfléchit trop sur ces choses-là. Tu vois, tu regardes les infos, mais finalement ça te touche plus parce que si ça te touchait, tu serais démoli, tu vois. Même si ça nous touche, on n'a qu'une chose à faire, c'est zapper. Justement, ces sentiments, ils sont vivement la page des sports, quoi, tu vois. On peut plus tricher, on peut plus zapper si c'est incrusté en soi. C'est ça, mais comment est-ce que tu fais pour parce que tu sembles être quelqu'un de très positif quand même, hein. Oui, voilà. Mais, enfin, je veux dire, tu sembles être quelqu'un de positif. En plus de ça, t'as un côté un peu, il faut essayer de se battre pour certaines choses. Comment est-ce que tu fais pour rester avec ce point de vue positif alors que tu as certainement vu des choses qui étaient justement pas sympas? Comment est-ce que tu fais pour être touché sans être démoli, tu vois? Comment tu gères ça, quoi? Bah après, enfin, il y a aucune honte à ça, à dire que plein de fois j'ai été bouleversé. Vraiment bouleversé. Enfin, souvent, surtout en tant que mec, on cherche un peu à s'affirmer, à dire oh non, je suis quelqu'un de costaud, j'assume. Mais non, ça m'est arrivé de pleurer face à une famille qui m'ont bouleversé, face à des gens qui avaient des problèmes, parfois juste en repensant à des personnes. Et c'est normal que ça te touche et c'est tant mieux. Alors après, comment je garde cet aspect positif? Aucune idée. Parce que je me dis que ce serait bien que les choses changent, certainement. Mais et pareil, bah là, je vais reciter un autre proverbe, c'est celui de Gandhi, qui dit qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et justement, si j'aimerais voir un monde un peu plus joyeux, avec moins de problèmes, et ben voilà, j'essaie d'abord de changer autour de moi les choses que j'ai l'opportunité peut-être de changer. C'est des petites choses, mais voilà, si chacun essaie de changer son propre monde, et ben peut-être que voilà, tous nos mondes vont se connecter et on arrivera peut-être à faire quelque chose de bien. De moins pire en tout cas. Bah en tout cas, on se sera mis du côté des gens qui ont essayé et je trouve que au niveau personnel, c'est quand même mieux, tu vois, à la rigueur, même si les changements sont extrêmement minimes, voire n'existent pas, je trouve que fondamentalement c'est bien, quoi. Il faut arrêter de... Voilà, à la rigueur, l'incidence qu'on a sur ça, on peut pas vraiment la gérer, quoi, clairement, hein. On fait avec ce qu'on a, mais on a essayé, quoi. Ouais, on peut pas fermer les yeux sur sur ce qui se passe autour de nous et c'est pas possible de juste rester assis, dire bon, bah voilà, on fonce droit dans le mur. Alors j'attends. Bah non.
Non, justement, essaie de montrer qu'on va droit dans le mur, même si c'est pas toi qui va changer la direction, ce sera certainement pas toi. Mais voilà, juste essayer de partager tes réflexions, partager tes idées. Si on est plusieurs à crier qu'on fonce droit dans le mur, peut-être qu'on arrivera ensemble à changer de direction. J'espère. Bah, écoute, à force, pourquoi pas. Et puis au moins, comme je le disais avant, on aura essayé. Je trouve que ça, de toute façon, essayer reste toujours une bonne idée. C'est comme, on a tous des projets, chacun, peut-être de voyage, de choses spécifiques. Peut-être on n'y arrivera pas, hein, mais on aura essayé, quoi. En parlant de projets, tu as une association ou peut-être tu as un peu plus de, pas de poids, d'implication. Oui. Est-ce que tu peux nous après tout, on peut en parler très facilement. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les buts? Comment est-ce qu'on peut vous aider éventuellement si on en a envie? Donc l'association s'appelle Globetrot for Peace. Donc c'est une association qu'on a créée en décembre 2011 avec un ami, Julien Masson. Et donc l'idée de cette association, c'était justement en voyage. Donc Julien, lui, a pas mal voyagé en Afrique et moi un peu plus en Amérique latine. On a eu un peu la même idée à se dire c'est dommage parce qu'en voyage on rencontre souvent des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées mais qui n'ont pas forcément de soutien, que ce soit financier mais aussi humain, matériel. Et on s'est dit pourquoi pas créer une association qui aiderait justement des projets locaux à se mettre en place. Et donc ça a commencé avec une école au Bénin. Voilà, des personnes qui avaient créé depuis, je crois maintenant 7 ans, une école dans le milieu rural, parce qu'il y a un certain exode rural qui se passe en Afrique de l'Ouest, ça t'as dû être témoin de ça. Et voilà, leur idée, ce serait d'essayer de retenir les jeunes un peu dans ce milieu et les former pas seulement avec le programme national béninois, mais aussi à l'agriculture. Et donc là, avec l'association, on a essayé de rechercher des fonds pour construire des classes dans des matériaux traditionnels avec les savoir-faire locaux. Voilà, essayer de construire des classes. Donc pour l'instant, on a construit 3 classes, donc un foyer, donc c'est une cantine qui fait 200 repas par jour. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Et là, la rentrée va se faire là au mois de septembre. Donc on est content. On ne pensait pas que ça allait se faire aussi vite. On a été vraiment content du retour qu'on a eu de l'association. Et en plus de soutenir des projets comme ça, donc l'association souhaiterait aussi aider à la création de documentaires justement. Voilà, si des personnes comme toi se rendent un jour en Colombie et que ces personnes aient envie de parler justement de, je sais pas, de ce quartier qui a pas l'eau courante, et voilà, essayer de les connecter par rapport à des personnes qu'on connaît, essayer de leur fournir le matériel. On peut prêter par exemple des caméras, des choses comme ça. Voilà, juste essayer de donner justement ce porte-voix à plus de personnes. Donc au passage, si les personnes ont des idées de projets, des idées de documentaires à mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, d'autant plus qu'il y a aussi parce que l'aspect financier, l'aspect matériel est important quand tu fais du reportage. Mais moi, par exemple, alors il y a des idées de reportage que j'aimerais bien faire, mais je suis pas un reporter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a aussi l'aspect formation et partage de connaissances, qui est super important, qui est primordial là-dedans. Tu peux avoir la même caméra que James Cameron, si tu sais pas filmer avec. Mais tu vois ce que je veux dire. Et à ce niveau-là, alors toi, on peut le dire quand même, t'as fait un reportage par exemple sur la Papouasie, qui est magnifique, il faut le reconnaître. Merci. Ben oui, quand même, il y a du boulot derrière, et rien que pour arriver à faire ça, tu as les connaissances qui te permettent de faire ça, ce que tout le monde n'a pas. Merci. Donc je pense que ce partage-là est aussi important et c'est un peu le désir qu'on a. Enfin, le mot formation serait peut-être un peu trop grand, mais voilà, c'est vraiment, on veut que l'association, comme le nom l'indique, on veut vraiment que ce soit une œuvre collective. Et voilà, il y a des personnes qui vont avoir des connaissances en montage vidéo, des personnes en écriture de documentaires, des personnes en rédaction d'articles, d'autres en exposition photo, création d'expositions photo, etc. Et voilà. Et si des personnes aussi ont envie de partager leurs connaissances, elles sont bienvenues. Tu vois, bêtement, par exemple, faire de l'audio, ça paraît stupide, mais c'est pas forcément si facile que ça quand tu ne le connais pas. Et je sais que nous en podcasteur, on est quelques-uns à bosser entre nous justement pour cet échange de connaissances. Et je pense que c'est la richesse de l'internet, c'est de pouvoir bosser même à des milliers de kilomètres de différence, et puis bosser sur le même truc, quoi. Et si c'est un bon fond ou un bon but, c'est encore mieux, quoi. Je trouve que c'est des bonnes idées, ça me plaît. Bon, écoute, on sera au Grand Bivouac, donc tu pourras venir nous rendre visite et poser des questions avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas non plus, si vous avez des projets comme ça, mais c'est intéressant, il y en a plein comme ça, il y aurait beaucoup à parler, on va en reparler sur Voyagecast de toute façon. Voilà, est-ce que t'as encore quelque chose à dire pour
la postérité? Pour la postérité, non, mais Ouais. remercier, voilà, juste merci. Et puis voilà, à ceux qui voyagent, à ceux qui ont besoin de la route, bah voilà, juste seul conseil que je peux donner, si je peux me permettre, après ces 4 ans, ce serait voilà, d'essayer de penser à cet enfant et essayer de baisser un peu la tête justement et garder cette curiosité et un peu ce culot pour se tourner vers les gens. Voilà. Eh ben c'est génial, c'est un message qui me plaît bien, qui ressemble déjà à quelques épisodes de podcast qu'on a fait. Je crois que cette idéologie est bonne, même si c'est vrai que la mise en pratique est impossible pour certaines personnes du fait comme on l'a dit, du temps et de l'argent, et puis très compliqué pour les autres parce on est tous dans une sorte de carcan, dans une société qui nous donne parfois beaucoup de règles qui sont pas forcément toutes nécessaires ni bénéfiques. On évolue là-dedans comme on peut, mais je pense que ouais, l'idée du voyage, de voir le but et puis d'essayer d'aller là-dedans, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Juste tenter. Mais ouais, c'est ça. Mais quand on dit juste tenter, regarde combien de gens tentent vraiment, que ce soit tout et n'importe quoi, pas que le voyage. Hein. Oui, oui. Dans un monde de consommation plus que de production de contenu ou de n'importe quoi. C'est normal. Mm. Alors, on se dit à la prochaine, Clément. À la prochaine. Avec plaisir, une prochaine fois sur VoyageCast. Je pense, il faudra qu'on se fasse un petit truc au Grand Bivouac, un petit reportage, un peu de truc. J'ai regardé mon matériel audio, il y aura sûrement des trucs sympas à faire, aller rencontrer des gens là-bas. Puis si vous êtes en train d'écouter VoyageCast et puis que vous vous rendez aussi au Grand Bivouac, surtout envoyez un mail, dites-le nous par Facebook, par Twitter. Il faut absolument qu'on se rencontre là-bas. Hein. Il y aura plein de voyageurs, il y aura sûrement plein de trucs à faire. Puis une petite bière, ça passe toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on Exactement. On les mettra déjà au frais. On est d'accord. Alors à la prochaine et puis bon voyage quoi. Merci. Ces images sont incroyables, légendaires. Il y a des gars qui photographient une vie entière sans avoir un cliché aussi bon. Je veux te dire, on peut me donner le Pulitzer tout de suite, il n'y a plus d'une minute à perdre. La compétition est terminée, les inscriptions closes. Je voudrais remercier les perdants. Ne l'allume pas. Les dinosaures repèrent les odeurs à des kilomètres. On est là pour observer, se documenter, pas participer. Ce qui, entre nous, est une impossibilité scientifique. Le principe de la certitude d'Heisenberg. Tout ce que l'on étudie change, alors. Tu sais, je risque le coup. J'en ai marre de gratter pour trouver des pierres, des os, de faire des hypothèses et des déductions sur les habitudes nourricières d'animaux morts depuis 65 millions d'années. Et voilà, encore un grand merci à Clément Burel d'être venu sur VoyageCast entre deux voyages. C'était vraiment superbe de se rencontrer et puis de pouvoir parler ensemble. D'ailleurs, on le dit dans le podcast et c'est confirmé, nous serons tous deux au Grand Bivouac du 17 au 20 octobre. Ça se situe à Albertville, en France, mais pas très loin de la Suisse. C'est un grand festival de voyage qui réunit à peu près 35 000 personnes sur 4 jours. Il y a des conférences, des reportages, des films, des discussions, des gens très intéressants, des explorateurs. Il y aura notamment Annick Marie, que vous avez déjà entendu sur VoyageCast, puisqu'elle vient de finir son Sun Trip. Elle a été depuis la France jusqu'au Kazakhstan. On la félicite d'ailleurs pour sa réussite. À ce qu'il paraît, il y aura aussi Fabrice d'Instinct Voyageur et puis quelques autres blogueurs. Bref, du beau monde, des voyageurs, des gens sympas, histoire de boire des verres ensemble et de causer de ce qu'on aime. Presque le plus, j'oserais dire, le voyage. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà décidé d'y aller, mais si jamais, n'hésitez pas de nous contacter par Twitter, Facebook, mail ou n'importe quoi pour qu'on se croise là-bas et qu'on aille boire un verre ensemble, ça me fera vraiment plaisir. Pour ce qui est des films de VoyageCast, parce que oui, il y a toujours des films au début et à la fin d'un interview sur VoyageCast, le premier, vous l'avez certainement reconnu, c'est Leonardo DiCaprio qui essaye de faire la cour à la farouche Virginie Ledoyen dans le film The Beach ou La plage en français. Un film que j'aime beaucoup, vous l'avez déjà d'ailleurs entendu sur VoyageCast. Le deuxième film, est un film que j'aime aussi beaucoup tout de même. Le Monde Perdu, c'est Jurassic Park 2. Alors je préfère le 1, mais dans le 1, il n'y a pas vraiment de photographie, alors que dans le 2, il y a Sarah Harding, jouée par Julianne Moore, qui fait des photos. Et puis voilà, c'est sympa. D'ailleurs, la scène de la plage a aussi été prise parce qu'ils y parlent de photographie. Un peu comme notre invité, Clément Burel. Voilà pour les films, ils sont les deux à regarder, même si je pense que la majorité d'entre vous les ont déjà vus. Petit plug habituel pour Podcast Suisse, même si j'en ai déjà parlé au début de l'émission, le podcast, et je vais le prononcer probablement horriblement, désolé Ruxandra, Tales of the World, qui est un podcast très court, il dure à peu près 4 minutes, il parle un peu d'économie et surtout de relations internationales. C'est un podcast vraiment étonnant, la preuve qu'il y a des différences énormes entre les podcasts, même au sein de Podcast Suisse.
C'est vraiment très intéressant et puis ce qui est vraiment chouette, il faut l'avouer, c'est que Ruxandra a un accent absolument délicieux et puis qu'elle fait le podcast en 2 langues, en anglais et en français. Donc un excellent moyen de se rafraîchir un peu les idées en se remettant quelques mots d'anglais dans la tête. À trouver bien sûr sur podcastsuisse.ch. Avant de vous dire à la prochaine, je vais vous parler de mon prochain invité. Il s'agit de Laurent Houssin, journaliste, qui a décidé comme ça un jour de partir à l'aventure depuis la France jusqu'au Japon, du mont Saint-Michel au mont Fuji, en vélo couché à voile. Oui, c'est bizarre, oui, c'est spécial, mais le gars est vraiment intéressant, et puis pour le coup, on n'a pas décidé de parler de ce grand voyage qu'il n'a pas encore fait, mais il va partir bientôt. Nous avons décidé de vous parler de la Syrie. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout un pays touristique. Non. Mais en même temps, on s'est dit que ça pourrait valoir le coup d'en parler autrement que dans les médias traditionnels. Parce que oui, il y a la guerre, c'est moche, il y a des gaz qui ont été utilisés, il y a des gens qui meurent, c'est une situation absolument horrible, mais derrière tout ça et derrière cette image extrêmement mauvaise que le pays a, il y a un pays magnifique, il y a des endroits incroyables, il y a une histoire vraiment passionnante, et puis derrière tous ces gens qui se tirent dessus, il y a des vrais gens, j'ai envie de dire, qui sont vraiment gentils, qui font de la cuisine extrêmement bonne. Bref, on a eu envie de vous parler du pays derrière le pays, celui qu'on espère pouvoir découvrir prochainement, puisque oui, il faut l'avouer, on a quand même l'espoir qu'une fois, ça se termine et fasse que ce soit le plus vite possible pour la population, et puis pour nous, pour qu'on puisse y voyager, rencontrer ces personnes et voir ces pays magnifiques. Voilà donc pour Voyagecast numéro 36 dans 2 semaines.